Bonjour, Xavier Moal, avocat, ravi d'être avec vous aujourd'hui. L'entreprise, c'est surtout et avant tout une aventure humaine, mais cette aventure humaine, à un moment donné, elle va se synthétiser dans des états financiers. Ces états financiers vont retracer les chiffres principaux de l'entreprise et forcément que ce sont des indicateurs intéressants, et des indicateurs intéressants à la fois en termes d'analyse et de positionnement, bien évidemment, d'un prix de cession qui est à la fois la convenance de l'acheteur et du vendeur. Dans un process de reprise d'entreprise, on l'a déjà évoqué, premier temps qui est absolument essentiel, c'est de définir un projet. Le deuxième temps, qui est tout aussi important, c'est de cibler et de trouver une entreprise. Puis, à mon sens, existe une étape qui est également essentielle, qui est celle de l'analyse de faisabilité a priori du projet. Alors, c'est quoi le sujet? J'ai les comptes en main, je les parcours en essayant de comprendre ce que fondamentalement ils veulent dire, et j'essaye d'identifier éventuellement parfois des obstacles dirimants qui vont me conduire à abandonner purement et simplement mon projet. Alors l'exemple assez classique, le vendeur positionne un prix 2 à 3 fois supérieur à ce qu'une analyse de bon sens rapide peut inspirer. Et donc, manifestement, il y a des écarts qui sont quasi insurmontables. Donc, il faut traiter le problème, il faut aller vers le vendeur, puis d'entrée de jeu, lui dire qu'on n'est pas en situation de pouvoir accéder à ses prétentions. Oui, alors on a parlé des obstacles dirimants qui ne sont pas les plus fréquents. En général, l'objet de l'étude de faisabilité a priori, c'est d'identifier les zones de risque ou les points qui méritent vigilance. Alors, ces points sont forcément très variables d'une entreprise à l'autre. On peut trouver, c'est un sujet que j'ai récemment traité, donc je l'ai encore en tête, la situation où un groupe finance et surfinance en compte courant sa filiale qui est en perte de manière récurrente. Alors on se retrouve avec des comptes courants colossaux. Comment on les gère dans le cadre d'une cession? Est-ce qu'on demande aux cédants d'abandonner tout ou partie de ces comptes courants avant cession? Est-ce qu'on les incorpore au capital? Est-ce qu'on les fait racheter à l'euro symbolique ou en tout cas à un prix très minime par les acquéreurs? Il y a tout un ensemble de questions qui se posent, avec bien évidemment aussi un arrière-plan fiscal, puisque de la façon dont on traitera ce sujet, on est susceptible d'attirer l'attention de l'administration fiscale. Alors je m'explique, si j'abandonne 3 millions de comptes courants du jour au lendemain, il est clair que ça me fait 3 millions de profits exceptionnels qui interpellent. Et de manière assez légitime, l'inspecteur des impôts qui suit ce dossier peut être amené à s'interroger. Voilà, ça c'est un exemple. Autre sujet assez classique, c'est l'immobilier au bilan. L'immobilier se finance sur 15 ans. Et les parts sociales que je vais acquérir vont faire l'objet d'une dette senior qui va être d'une durée de 7 ans. Donc on voit bien que je vais devoir financer sur 7 ans un bien qui normalement se finance sur 15 ans. Et donc j'ai un problème de déséquilibre et on sait que ça va être un point souvent un peu délicat dans la négociation et qu'il vaut mieux anticiper d'entrée de jeu. Autre situation, c'est les stocks. Dans certaines entreprises, le stock est un élément essentiel. Et donc, il faut que je me pose quelques questions. Qu'est-ce que j'ai dans le stock? Est-ce que je fixe des règles d'inventaire, de valorisation de stock? Comment je me prémunis contre le fait que mon cédant, qui ne comptabilisait peut-être plus depuis des années
des biens qui auraient dû être dans le stock ne les rapatrie au moment de la cession en faussant l'analyse des marges et bien évidemment le résultat de cession qui est destiné à lui revenir. Comment je gère ces sujets? On a aussi les travaux en cours. Travaux en cours, dans certaines professions, c'est un poste important. Donc il faut qu'on sache exactement ce qu'on a dans les travaux en cours. Alors, j'ai tendance à dire de manière abrupte, mais que par exemple dans le bâtiment, il n'y a que deux questions qui vaillent. La première, c'est qu'est-ce que j'ai dans le carnet? Est-ce que j'ai du carnet? Et qu'est-ce que j'ai comme marge dans le carnet? Et de fait, ça fait partie de cette analyse prospective dont relèvent les travaux en cours. C'est des chantiers qui sont en cours d'exécution. Il faut que je m'assure des conditions de comptabilisation de ces travaux en cours. Autre sujet, c'est l'immobilisation de la R&D qui va concerner principalement ce qu'on appelle la nouvelle économie ou l'économie start-up, où on voit parfois plusieurs centaines de milliers d'euros immobilisés au bilan. Il faut réellement se poser la question de savoir ce qu'on trouve derrière ces chiffres. Alors, l'explication facile, c'est de dire ouais, ce sont nos dépenses de R&D. Ok, quelles sont les opérations de recherche-développement réellement conduites? Est-ce qu'on n'est pas simplement dans l'habillage du bilan et le souhait de masquer des pertes d'exploitation qui sont importantes? Alors pourquoi cette étude de faisabilité a priori elle ne dispensera pas ultérieurement de réaliser un audit. Elle permet simplement de ne pas perdre de temps dans le process de reprise d'entreprise. Si j'ai des sujets qui sont véritablement difficiles à traiter, voire parfois insurmontables, eh bien, il faut que je passe mon tour, et plus vite j'aurai passé mon tour, plus vite je pourrai me projeter à nouveau sur une autre reprise d'entreprise.